Tu prends toujours la précaution de mettre kabyle entre parenthèses après le terme berbère. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, que dans le pays Chaoui ou dans d'autres régions berbérophones, ça ne s'est pas passé de la même manière qu'en Kabylie? Si ça doit prouver une chose, est-ce que c'est la politisation, la proximité de la centralité Oui, il y a toutes ces raisons sans doute, mais pourquoi berbère ou kabyle entre parenthèses, c'est aussi pour une raison d'exactitude, parce que la question, elle s'est posée principalement et se pose encore principalement en Kabylie, mais elle se donne pour nom, pour adjectif, berbère. Donc c'est aussi pour tenir compte du fait que les acteurs de la question, de cette question-là, qui sont souvent, ou la plupart du temps, kabyles, se revendiquent de la berbérité. Voilà. Donc c'est pour tenir compte aussi bien de leur point de vue que de la réalité qui est la concentration de cette revendication, principalement en région kabyle. Maintenant, est-ce que cette question se pose en Kabylie principalement pour des raisons de forts sentiments identitaires ou de sentiments identitaires plus forts en Kabylie? Je ne pense pas du tout. Moi, je pense que les sentiments identitaires en Algérie, surtout à l'époque coloniale, étaient très forts partout, notamment parce que la modernisation coloniale n'a pas beaucoup servi en Algérie à lutter contre les ancrages régionaux, les appartenances régionales. Mais il y a eu un certain nombre d'éléments, de facteurs spécifiques qui ont distingué la Kabylie sur cette question-là. Bon, il y a d'abord le fait qu'il y a eu un réseau d'enseignement français beaucoup plus dense en Kabylie que dans d'autres régions rurales. Donc la formation d'une élite lettrée en français qui a pu accéder assez vite à un certain nombre d'écrits sur la Kabylie, sur le monde berbère en général, et qui par la suite a su transformer ce savoir colonial en savoir non colonial, ce qui explique qu'au sein même du parti indépendantiste, il a pu y avoir des nationalistes algériens qui ont posé la question berbère sans être dans l'esprit du berbérisme, de ce qu'on appelle le berbérisme colonial. Et puis, il y a eu notamment l'apport de l'immigration, non pas à la question berbère directement, mais à la conscientisation et à la sensibilisation politique en Kabylie et à l'évolution rapide des formes d'action politique qui faisaient ressembler la Kabylie moins à des régions enclavées rurales et plus à des régions, à des zones urbaines. De ce point de vue, du point de vue de l'intensité de l'activité politique et de l'implication militante pendant le mouvement national. Après l'indépendance, d'autres facteurs, évidemment, ont aidé, ont contribué à faire en sorte que cette question se concentre principalement en Kabylie. D'abord parce que pendant la guerre de libération nationale, il y a eu quand même au sein du FLN une sorte de prééminence, on va dire, de dirigeants kabyles. Ça a duré pendant 4 ans, 10 ans, à partir du congrès de la Souma. Mais donc la Kabylie a joué un rôle important pendant un certain temps dans la direction du FLN. Après l'indépendance, la Kabylie a été clivée sur cette question-là, parce que contrairement à ce qu'on pense, toute la Kabylie n'a pas suivi le groupe de Tizi Ouzou dans son opposition au GPRA, et toute la Kabylie n'a pas suivi le FFS dans son insurrection contre le gouvernement. Donc, il y a eu une sorte de clivage à ce moment-là, qui a continué un peu plus tard, sans doute. C'est une question qui devrait intéresser les historiens, parce qu'il n'y a jamais unanimité sur ces questions-là. Mais pendant l'indépendance, après l'indépendance, on peut dire que le fait qu'il y ait eu une insurrection en Kabylie, celle du FFS, a participé à, encore une fois,
a donné à cette question, à ce sentiment régional, une base réelle, encore plus réelle, subjective, parce qu'il y a eu aussi répression et parce que au sein même de la Kabylie, il y a eu opposition entre les partisans du gouvernement et le FFS. Donc la question identitaire, sans être posée réellement par l'insurrection du FFS, a continué à exister en Kabylie sous de nouvelles formes, nourrie justement de cette radicalisation. Et ce que j'ai pu établir dans cette thèse est que justement beaucoup de militants de la cause berbère, entre guillemets, se sont radicalisés en partie à cause de la mémoire de cette insurrection, à cause des récits de cette insurrection, entre autres facteurs évidemment, parce que l'autre facteur, c'est aussi l'accès après l'indépendance à cette littérature sur le monde berbère de façon encore plus large qu'à l'époque coloniale, et puis le fait que de la part du régime, sans qu'il y ait négation de l'histoire antique berbère, sans qu'il y ait interdiction d'apprendre l'histoire de l'Algérie pré-islamique, a lutté contre ce mouvement qui lui paraissait comme un mouvement séditieux, comme un mouvement qui mettait en question en fait les fondements de la nation, chose sur laquelle il y avait erreur notamment parce qu'au sein de ce mouvement, à ce moment-là, déjà, il y avait un clivage entre les héritiers symboliques des berbéro-nationalistes et qui croyaient à la nation algérienne, mais qui estimaient que la nation algérienne devrait reconnaître sa composante berbère, et un autre courant qui est le courant de l'Académie berbère, qui a rompu en fait avec le nationalisme algérien après la révolte du FFS, et qui est allé dans le sens d'un pan-berbérisme transnational, nord-africain, et qui du coup était réellement dans une sédition politique. Ce n'était pas le cas des futurs militants du mouvement culturel berbère, qui à ce moment-là, dans les années 70, avaient déjà des problèmes pour certains avec l'Académie berbère.